la droite sans alliance ne pourra plus gagner. Certains vous reprochent de ne parfois pas assez porter un projet, mais plutôt de vous construire en opposition à M. Estrosi. Le temps du projet doit être porté par le candidat. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, nous sommes avec Éric Ciotti. Bonjour Monsieur Ciotti, bonjour. Président de l'UDR. Et nous sommes avec donc, Clément, président de Nice Presse. Donc voilà, je vais te donner la main, comme ça tu vas pouvoir commencer à présenter tout simplement le livre de notre invité. Bonsoir Victor, bonsoir Éric Ciotti, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous sortez, on fait le petit geste de promotion, je ne regrette rien, chez Fayard, votre livre qui revient sur votre alliance historique entre votre droite et le RN. Une alliance qui était attendue, qui était espérée et d'après vous couronnée de succès. Mais un an après, vous êtes encore peut-être obligé d'expliquer ce choix. Il faut 300 pages pour l'expliquer. Pourquoi tant de justifications ? Ce n'est pas du tout une justification. Nous sommes à un an de ce moment historique, de ce moment qu'Emmanuel Macron a voulu de façon impromptue et qui a sidéré toute la classe politique. Ce moment de la dissolution. Et au moment de la dissolution, j'ai fait un choix historique de casser le mur du politiquement correct, du cordon sanitaire. Et je crois qu'il était important, un an après, et on voit bien d'ailleurs que ceux qui ont refusé de me suivre ont participé au chaos supplémentaire qui traverse le pays depuis un an. Qui peut dire un an plus tard que la France va mieux, que ses résultats économiques sont plus florissants, qu'il y a plus de sécurité, qu'il y a moins d'immigration. Un an après, la situation, elle est encore plus dégradée et le déclin français, il est encore plus accéléré. Donc je crois qu'il était, que le moment était venu, que je revienne sur... Une part d'incompréhension peut-être un petit peu chez certains électeurs. Il y en a pas chez les électeurs, parce que, je le dis dans le livre, moi, ma seule légitimité et le seul jugement qui compte, c'est celui des électeurs. Et celui des électeurs niçois, il a été très largement positif. Je dois tout aux Niçois. Je suis député de Nice depuis 2007. Ils m'ont non seulement largement réélu l'année dernière, mais ils ont accordé leur confiance dans les 2 autres circonscriptions de Nice aux candidats que j'ai soutenus. Ça veut dire que la confiance de mes électeurs, elle est là. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la malveillance aussi dans les états-majors, ceux que j'ai qualifiés à l'époque de chapeau à plumes, qui ont voulu pour la transition, rester ma question. Dans le confort de leur conservatisme. Alors c'est un peu ce qui est croustillant dans le livre, vous dressez des portraits, on pourrait dire violents, vous direz qu'ils sont tout à fait objectifs, bien sûr, de vos anciens alliés. Alors il y a Laurent Wauquiez et tous les autres. Dans ces chapeaux à plumes, ceux qui ne vous ont pas suivis, qui dénoncent vivement encore aujourd'hui l'extrême droite, vous pointez les mensonges, la médiocrité, la lâcheté. Et pourtant, cette droite-là, un morceau de cette droite-là, qui refuse de s'afficher avec le RN, ce sont encore aujourd'hui vos alliés au département. Est-ce que vous avez un double discours, vous aussi, puisque vous êtes resté allié avec eux au conseil départemental ? Je crois que ceux qui sont au département partagent pour la plupart la même vision du pays. Ils sont, pour des raisons locales, municipales, restés, je dirais, fidèles à un mouvement politique. Sans doute aussi par habitude et puis peut-être par inquiétude de faire le grand saut dans l'avenir. Mais vous êtes plus sévère avec ceux de Paris qu'avec ceux des Alpes-Maritimes. Je les connais bien, ce sont mes amis. Pour beaucoup, j'ai participé à leur élection. Je les ai soutenus. On a conduit une belle politique pour les Alpes-Maritimes, celle de la bonne gestion, celle de la baisse des impôts, celle de la baisse des dépenses, celle de la baisse de l'endettement. Et je sais qu'on a la même vision de l'avenir, donc je ne sens pas de fracture au plan local. Alors, sur le programme, vous citez les prises de position du RPR en 1990, vous rappelez les prises de position de Jacques Chirac, le programme commun, les interviews, les tribunes, il y a tout un travail de documentation et j'imagine de mémoire. Vous reprenez certaines de ces propositions, vous en citez seulement d'autres, notamment ce qui était dit à l'époque, cette phrase « L'islam n'est pas compatible avec la République » textuellement. Est-ce que vous diriez ça, vous, aujourd'hui, de cette façon ? Non, je ne le dis pas et c'est faux, mais quand on prend cet élément du programme
qui je crois était lors des états généraux de l'immigration du RPR et de l'UDF. 1990. Et Alain Juppé était secrétaire général du RPR à l'époque. Cette phrase aujourd'hui, elle ne serait pas recevable. Donc cela veut dire que ceux qui m'accusent ou ceux qui utilisent à dessein le mot d'extrémisme, il faut qu'ils fassent aussi leur mea culpa. Moi, je considère que cette phrase, elle n'est pas adaptée. On peut croire au Dieu que l'on veut. Là n'est pas le sujet. L'islam est compatible avec la République, comme toutes les religions. Pour autant que ces religions respectent les lois de la République. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas à la loi de la République à se soumettre à une règle ou à une coutume religieuse. C'est à la religion à se soumettre aux lois de la République. Et tant que la religion fait partie de l'intime, tant qu'elle n'impose pas ses visions aux autres, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est le respect de la loi. C'est tout l'esprit de la loi de 1905 sur la laïcité. Alors vous défendez tout au long du livre, on l'entend, on le lit, un langage de vérité, tomber les masques, ce qui fait que vous êtes sévère avec les autres, pas toujours avec vous-même, vous me direz c'est assez humain. Cette scène, vous avez 16 ans, vous êtes avec votre grand-père devant la télévision, vous évoquez l'union entre le RPR local et le Front National de Jean-Marie Le Pen. Plus tard en 95, cette fois avec Jean-Claude Gaudin, et vous dites « l'union des droites ». C'est déjà ma conviction et pourtant, vous avez attendu d'avoir 58 ans pour franchir le pas. Comment l'expliquer ? On l'explique par la force d'un système, la chape de plomb qui a pesé sur une famille politique qui continue encore à peser aujourd'hui, le fait d'avoir un comportement qui est identique à celui qu'on a toujours eu, sans s'apercevoir que le monde avait changé, que les comportements avaient changé, que ceux qu'on combattait... On peut dire que c'est très tardif tout de même. Ont changé. Mais moi, 98, je n'étais pas élu, mais j'ai évolué. Puis, on a fait un constat. 2007, 2012, j'y reviens longuement, ça a été une espérance déçue. Une espérance déçue. Il y avait un formidable engouement. 2007, c'est au moment où j'ai été élu député. Après l'élection de Nicolas Sarkozy, il y avait une immense espérance à droite. Et je crois que ce n'est pas faire injure à Nicolas Sarkozy que dire, puisqu'il a perdu, que cette espérance, quelque part, elle a été déçue. Certains pourront dire qu'elle a été même trahie. Mais j'ai cheminé, d'abord parce que c'est vrai, on a vu progressivement nos électeurs se détourner. Lorsque j'ai été président de LR, j'ai repris un parti qui était tombé à moins de 5% à la présidentielle, avec l'humiliante défaite de Mme Pécresse. J'ai tout fait pour remonter LR. On a travaillé sur les idées. Il y a eu la campagne de M. Bellamy, qui était une belle campagne. Malgré ça, on fait moins de 8%, on fait 7%. Donc 7%, on ne peut plus agir tout seul. Notre électorat, il a migré massivement vers le RN. On a une responsabilité, mais j'en ai tiré les conséquences en disant on ne peut plus faire comme si rien n'avait bougé, si rien n'avait changé. Vous citez votre ami Lionel Lucas, d'ailleurs vous écorchez son nom pendant tout le livre, mais c'est un détail. Vous dites donc c'est votre ami, il n'a pas hurlé avec les loups quand vous avez fait cette alliance, il ne s'en est pas spécialement pris à vous. Tout de même, dans Nice Presse, il le dit, l'alliance, pourquoi pas, entre la droite dite traditionnelle et le RN, mais en ne devenant jamais le supplétif de Marine Le Pen. Est-ce que c'est vraiment ce que vous êtes devenu ? Je récuse naturellement ce terme. Moi, j'ai bâti une alliance dans l'indépendance. Je pense que la droite, et ça, c'est ce qui guide mes convictions aujourd'hui, et ce qui est un peu le fil conducteur de ce livre, la droite, sans alliance, ne pourra plus gagner. Ne peut pas gagner aujourd'hui. Quand on a un parti qui atteint les 35% des voix, entre 30 et 35, qui sont des électeurs essentiellement de droite, on ne peut pas gagner sans eux. Donc moi je suis indépendant, je préside un groupe indépendant à l'Assemblée nationale, on a un programme sur bien des aspects, notamment au plan économique, qui a des différences avec le Rassemblement national. L'indépendance dans l'alliance est ma ligne. Ceux qui sont les supplétifs aujourd'hui, ce sont mes anciens amis de LR qui sont dans le gouvernement de M. Macron, de M. Bayrou. Ce sont eux les forces d'appoint, ce sont eux qui font la majorité. Nous, on est dans l'opposition, donc je suis je ne suis supplétif de personne. Alors, parlons de Nice. Sur la ville, votre livre, il pourrait s'appeler « Je ne vous apprends rien », presque. Il faut attendre la page
245 pour avoir un vrai développement sur Nice. Et encore, il n'y a rien de très nouveau sur votre vision d'avenir qui était attendue de cette ville. En lisant juste ce livre, si l'implication locale est votre priorité, est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas très flagrant? Ce n'est pas un livre sur mon engagement local. C'est un livre, ça ne vous a pas échappé. Vous dites ma priorité c'est Nice en permanence. Sur mon engagement national. Donc je suis un responsable politique national, je dirige une formation politique qui est représentée à l'Assemblée nationale, qui a un groupe politique. Je rappelle, et c'est là l'essentiel, que ma légitimité, notamment dans cette alliance, elle ne repose que par la confiance des Niçoises et des Niçois. Nice m'a tout donné, Nice m'a tout appris. Il y a ses racines et j'ouvre la fin de ce livre justement sur Nice. J'évoque mes origines entre Nice et Saint-Martin-Vésubie, mais mon espérance aujourd'hui, mon regard, ma fenêtre sur l'avenir, c'est justement c'est Nice. J'aurai l'occasion dans les semaines qui viennent de parler beaucoup plus de Nice. Mais il y aura pas un livre sur Nice. Je voulais aussi clôturer cette séquence nationale avec liberté et vérité. Une dernière question sur Christian Estrosi. Alors lui, il vous compare aux collaborateurs de Vichy, vous avez eu la comparaison avec Laval. Vous dites, en retour, en résistant, il n'est pas très crédible. Pourquoi? Parce que c'était une posture, je reviens dans le livre sur les épisodes qui l'ont associé au Front National de Jean-Marie Le Pen, à Jean-Marie Le Pen lui-même, avec qui il a négocié tout un week-end la présidence de la région PACA en 1998. Je peux tout entendre, je ne lui reproche pas. Il a été élu grâce au désistement du candidat du Front National en 1988 député, donc quelque part il doit sa carrière au Front National. Et quand j'entends certaines outrances où il joue en effet au papy fait de la résistance, c'est pas très crédible et c'est pas très sérieux, donc je préfère le regarder avec humour, mais rappeler certaines vérités parce que beaucoup ont tendance à l'oublier. Pour moi, la politique, elle doit être faite de cohérence. J'ai toujours été un homme de droite, je l'assume. Certains peuvent me le reprocher, c'est la démocratie, peu importe. Mais on ne vient pas se prétendre homme du centre, de la gauche, de la Macronie. Quand on a commencé comme Christian Estrosi, ça j'y vois une forme d'insincérité. Et moi, ce que je rejette le plus en politique, c'est l'insincérité. Monsieur Ciotti, donc c'est à moi maintenant de vous poser quelques petites questions. Tout à l'heure, vous parliez donc de la compatibilité ou non de l'islam avec les lois de la République, et vous répétez République plusieurs fois. Est-ce que c'est pas plutôt les lois de la France qui posent un problème? On est dans une République qui est dans une constitution avec un système juridique. Donc là, je ne vois pas d'incompatibilité. Alors après, si vous évoquez une incompatibilité avec ce dont nous sommes les héritiers, une civilisation judéo-chrétienne, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette interrogation. Le débat sur le voile pour les fillettes, notamment, qui remet en pratique, en lumière, des pratiques qui heurtent beaucoup de nos concitoyens. Donc c'est là où il faut être très vigilant que ces comportements ne heurtent pas ce dont nous sommes les héritiers, c'est-à-dire une culture. Et là, on dépasse le fait cultuel. On est dans le fait culturel. Moi, je ne souhaite pas qu'une religion vienne nous imposer dans l'espace public ses codes, ses pratiques. On est en France, nous sommes les héritiers d'une civilisation avec ce long cortège d'églises et de cathédrales, comme cela a été souvent évoqué. Je suis attaché à la défense de cette identité. Je suis attaché à la défense de l'identité. Voilà, c'est ce qui nourrit la différence, bien sûr. Vous parlez aussi de l'espace médiatique, plutôt au niveau national, où vous évoquez, je vous cite, une mitraille et un clergé qui mènent une dictature de la pensée et qui aurait empêché un discours de droite d'éclore de manière libre. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée ou que d'une certaine manière, on est un peu dans la même ligne? Elle s'est améliorée grâce, j'ose le dire, au courage d'un homme, Vincent Bolloré, qui a su prendre des risques, qui a cassé tous les codes et qui aujourd'hui, sur ses antennes, offre une parole beaucoup plus libre. Mais pendant des décennies, on a vécu
dans une forme de monopole de la pensée unique. Et ce que j'ai fait peut être plus possible aujourd'hui parce qu'il y a ce regard qui n'est plus monocolore, qui n'est pas systématiquement critique. Donc oui, on est dans un espace médiatique qui est en train de se modifier et c'est heureux. Et que la concurrence, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas dans de grandes démocraties, qu'on n'a plus une pensée unique qui tombe comme une chape de plomb sur ceux qui ne pensent pas comme la vision officielle. Et sur justement, cette mitraille, ce clergé, comme je disais, est-ce que vous trouvez qu'au niveau local, le phénomène se reproduit un petit peu d'une certaine manière avec certains médias ? La concurrence est saine. Voilà, on a pu avoir ce sentiment quand il n'y avait qu'un journal et qu'une chaîne de télévision. Qu'il y ait plusieurs médias, moi je souhaite qu'il y en ait le plus possible. C'est sain l'émulation parce que les lecteurs, les spectateurs, citoyens peuvent comparer. Et puis ça donne un peu de pression aussi à la pensée unique, quoi. Les médias étaient un peu monocolores, vous diriez, dans la région ? Pendant des décennies, il n'y a eu qu'un journal écrit, il n'y a eu qu'une chaîne de télé, c'était France 3 et Nice Matin. Il y a une offre qui est plus large aujourd'hui et je m'en réjouis. Vous parlez également du soir de l'attentat du 14 juillet où quelqu'un vous interpelle pour vous dire, je cite également, « Qu'avez-vous fait pour empêcher ça ?» Et vous dites que d'une certaine manière, ça vous a tourmenté. Pourquoi ? Parce que c'était un soir de terreur. Cette phrase, elle est prononcée au PC du poste de commandement de secours devant la boîte de nuit, le forum, enfin ex-forum, c'est le High maintenant je crois, sur la promenade des Anglais. On est entouré de corps, il y a des blessés, il y a un poste de secours justement qui est là, et il y a cette colère qui éclate. Alors c'est un mélange entre émotion et colère qui a sidéré les Niçois, qui a frappé les Niçois. Et c'est ce sentiment de Niçois que j'ai eu. Mais en tant qu'élu, cette question, oui, elle m'interpelle parce que je me dis, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait ? Ma réponse est non. Mais c'est des laxismes, des lacunes, des failles que j'avais dénoncées depuis des années à l'Assemblée nationale. On a été tellement naïf face à l'islamisme et on l'est encore d'une certaine façon aujourd'hui. Juste pour finir, une dernière question. Vous parlez aussi de la tempête Alex et d'un moment troublant pour vous qui est très difficile visiblement à vivre. Est-ce que vous pouvez nous raconter de vive voix, de manière assez succincte, comment vous avez vécu ce moment dramatique ? Je l'ai vécu puisque toutes les communications étaient coupées, y compris téléphoniques et radio. Je l'ai vécu à la préfecture toute une nuit au COD, au centre opérationnel de commandement qui centralise tous les secours et tous les services de l'État aux côtés du préfet de l'époque. Et là, on a appris, c'était une nuit d'angoisse parce qu'on ne savait pas combien il y avait de victimes. On pensait qu'il y en avait peut-être plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. À un moment, on a appris que 2 pompiers venaient de disparaître. Puis on a appris qu'un gendarme, le commandant de la communauté de brigade de Saint-Martin-de-Vésubie, venait de disparaître. Heureusement, il a été retrouvé vivant le lendemain matin. Ce ne fut pas le cas pour nos 2 pompiers, Loïc Milot et Bruno Colubert. Donc il y a eu cette nuit d'angoisse où, voilà, un moment, je me rappelais, mais en disant, mais comment on ne peut pas se projeter, comment on ne peut pas y aller, il n'y avait plus de communication. Et puis la deuxième image, c'est le lendemain matin quand je suis dans l'hélicoptère des sapeurs-pompiers avec le colonel Riquier et que je vois mon village que je ne reconnais pas. Je vois vue désert Saint-Martin-Vésubie, c'était un îlot de verdure, de forêt, et là il y avait une rivière qui faisait 500 mètres de large avec un amoncellement de terre, de cailloux. À vue d'œil, je pense que plusieurs centaines de maisons ont disparu parce qu'à la place des maisons, de la verdure, il n'y avait plus qu'un amoncellement de pierres. Et là, c'est une émotion intense. Donc c'est ces 2 moments, l'angoisse de la nuit et puis le matin, voir ce village. Nous ne l'avons pas évoqué, mais c'est vrai que vous parlez beaucoup de Christian Estrosi, dans ce qu'on pourrait peut-être appeler comme une sorte de pré-campagne. Mais certains vous reprochent de ne parfois pas assez porter un projet réellement, mais plutôt de vous construire en opposition à M. Estrosi. Est-ce que c'est quelque chose
que vous comprenez qu'on vous dise ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous-même, parfois, vous pouvez vous reprocher à vous-même? On peut aussi se faire du reproche. Le temps du projet doit être porté par le candidat. Pour l'heure, je ne suis pas encore candidat. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Ciotti. Merci.